Et pour en débattre, j'accueille sur ce plateau Yona Cherki, bonsoir. Vous êtes avocat, docteur en droit international et membre du comité directeur du Centre de politique migratoire d'Israël. Vous soutenez cet amendement à la loi israélienne qui prévoit donc l'expulsion de ces demandeurs d'asile africains. Vous allez nous expliquer votre position dans un instant, mais d'abord je me tourne vers vous, Motwali Mohammaden, bonsoir. Vous êtes originaire du Soudan et vous habitez en Israël depuis janvier 2011. Vous faites partie de ceux qui, selon ces critères, pourraient être expulsés. Racontez-nous votre histoire. En fait, c'est une longue histoire. Vous pouvez dire c'est pour des questions de religion. Oui. Vous étiez prof de français au Soudan. Au Soudan, oui. Professeur de français, exactement assistant, professeur assistant de français à l'université de Delaine. C'est le nom de mon village. Et mon histoire, ça commence par des questions de religion. C'est comme je suis issu d'une famille musulmane et grandi dans une société musulmane, la société soudanaise. Et à un certain temps, j'ai commencé à poser des questions sur la religion et puis avoir un point de vue sur la religion, spécialement l'éducation de la religion à l'école, aux universités. C'est quelque chose que moi je suis contre et je trouve que ça forme seulement des générations qui vivent dans le passé, dans le temps de Mohammed. Et à cause de cette position, justement, on vous a menacé de mort. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez quitté le Soudan et que vous avez peur d'y retourner. Aujourd'hui, est-ce que les autorités israéliennes se sont déjà tournées vers vous pour proposer ce fameux deal, entre guillemets, soit l'expulsion avec un chèque à la clé, soit la prison? Écoutez, l'autorité israélienne, elle voit seulement que ces gens-là, ils sont travailleurs. Ils viennent en Israël pour travailler. Et l'autorité, elle essaie toujours de montrer cette image du travailleur à travers ces médias pour les Israéliens. Et les Israéliens, ils ont cette mentalité que ces gens-là, ils sont ici pour travailler. Alors, l'autorité ne cherche pas à savoir mon histoire. Okay? Et je dis, en arrivant en Israël, 2011, j'étais à Saharonim et puis j'ai fait une interview et la personne là-bas, elle m'a posé des questions, comme on dit, bizarres. Et moi, je me demandais comment est-ce qu'à travers ces questions, ils peuvent comprendre que je suis réfugié ou non. Oui, et parce que c'est ça toute la question. Oui, allez-y, terminez. Voilà, une des questions, c'est on m'a demandé combien de ponts est-ce qu'il y a à Khartoum. Et moi, je n'ai pas pu lui dire que c'est une question stupide. Parce que lui, il est quelqu'un du gouvernement et c'est son travail. Il voudrait savoir combien de ponts à Khartoum. 4 ponts. Je lui ai répondu. Alors, si je demandais à n'importe quel Israélien si combien de rues est-ce qu'il y a à Jérusalem? Je serais incapable de vous répondre en tout cas. Maître, pardonnez-moi, rappelez-moi votre nom, Nacherki, c'est vrai que c'est toute la question qui est soulevée ce soir, c'est de savoir la distinction entre réfugiés et l'immigration économique. Qu'est-ce que vous répondez finalement à Motwali qui affirme qu'aujourd'hui, les autorités considèrent qu'il s'agit d'une immigration économique alors que sa vie est en danger? Bon, alors d'abord, un des principes fondamentaux du droit international est le principe de souveraineté, souveraineté selon laquelle l'État régit son territoire. Selon ce principe, l'État est libre d'ouvrir ou de fermer ses portes à qui bon lui semble. La définition du statut d'une personne qui sollicite l'entrée sur le territoire national est une question qui est très importante parce qu'évidemment, elle soulève des questions d'ordre moral, juridique, politique
comme nous le voyons très bien ici. Il est aujourd'hui convenu que les États sont libres de laisser rentrer, de donner le droit de s'installer, le droit d'accès au territoire à tout immigrant qui demande à améliorer ses conditions de vie. Toutefois, l'État, par contre, peut tout à fait... Là c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, je comprends bien, mais l'État peut tout à fait prétendre aussi à ne pas octroyer ce droit d'accès pour des raisons de cohésion sociale, sécurité nationale ou des questions d'ordre plus économique. Maintenant, lorsqu'il s'agit de réfugiés, la question est tout à fait autre, elle est beaucoup plus complexe. L'État, d'une part, n'est pas contraint par le droit international à accepter une personne prétendant au statut de réfugié. Par contre, elle est, selon le principe de non-refoulement, elle est empêchée d'extrader ou de rejeter la personne vers son pays d'origine, justement là où il court un danger selon lui. Maintenant, dans ce cadre-figure-là, effectivement, il y a plusieurs manières d'analyser. Est-ce que la personne est réfugiée ou est-ce qu'elle est juste demandeur de travail? Et dans ce cas précis, on peut se référer notamment d'abord aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève. Là-bas, effectivement, on voit exactement qui est considéré comme un réfugié ou pas, mais surtout l'article 31 de la Convention de Genève. Et selon ces critères, est-ce que Moutmoli Mohammaden est réfugié ou pas? Alors justement, l'article 31 de la Convention de Genève stipule que une personne qui est réfugiée est une personne qui arrive directement du territoire dans lequel sa vie ou sa liberté est menacée. Or, lorsqu'on analyse le parcours géographique et les situations géopolitiques des États d'origine de ces nombreuses personnes qui prétendent au statut de réfugié, on se rend compte d'abord qu'elles n'arrivent pas directement, mais par un passage de plusieurs frontières jusqu'à Israël ou en Europe. C'est votre cas, Moutmoli Mohammaden, c'est votre cas? C'est très simple. Entre le Soudan et Israël, il n'y a pas de frontière commune. Oui, donc bah ça ne peut pas être le cas autrement. Ça ne peut pas ne pas être le cas. Donc si on regarde d'un point de vue... C'est un argumentaire sur lequel ils auraient pu trouver refuge ailleurs. Strictement juridique, c'est donc pas considéré en Israël comme étant un statut qui permette le statut de réfugié. Est-ce que je peux vous poser une petite question? C'est que moi j'aimerais savoir quels sont les critères à travers lesquels que le gouvernement peut trouver une personne réfugiée ou pas. Alors d'abord, évidemment, il y a des études qui sont faites concernant la situation existant au pays d'origine, c'est-à-dire que si effectivement l'ONU ne reconnaît pas que, par exemple, un certain État est dans une situation de crise humanitaire, alors on ne voit pas exactement au nom de quoi la personne peut prétendre à une crise humanitaire dans son État, d'un point de vue strictement personnel. Indépendamment de ça, comme je l'ai dit, du moment où une personne a franchi plusieurs frontières afin d'arriver dans un État, on ne peut plus prétendre à ce statut. C'est un débat qui reste quand même très technique, mais est-ce qu'Israël, et c'est ça aussi tout le débat, n'a pas un devoir moral d'accueillir des personnes qui, comme Moutmoli Mohammaden, disent que si elles retournent dans leur pays aujourd'hui, sont menacées de mort? Alors d'abord, vous comprenez bien que l'État d'Israël et tout État au monde ne peut pas se référer qu'à la parole d'une personne. Il y a quand même des preuves à fournir, n'est-ce pas? Et les preuves à fournir sont très claires. Vous pouvez en fournir, Moutmoli Mohammaden, si aujourd'hui vous deviez passer un entretien avec ces autorités israéliennes, comment est-ce que vous pourriez prouver que vous êtes menacé de mort? Alors, j'aimerais vous dire une chose à propos de l'autorité israélienne aussi. C'est les agents qui ont avec les gens avec lesquels j'ai fait l'interview à Saronim, permettez-moi de vous dire clairement qu'ils sont incompétents à faire ce type d'interview pour trouver que cette personne est réfugiée ou pas. Je dis ça parce que moi, personnellement, dans l'interview que j'ai fait à Saronim, c'était dans une petite salle avec 5 personnes parlant différentes langues et posant ce type de questions. Combien de ponts à Khartoum? Vous êtes senti piégé? Et puis je lui ai demandé, cette personne qui m'a interviewé,
moi, je ne peux pas répondre à cette question, combien de rues ou combien de ponts à Khartoum. Elle était très fâchée et elle a crié à mon visage. Comment est-ce que je peux parler avec quelqu'un qui crie sur mon visage et qui voudrait reconnaître que je suis réfugié? Je ne sens pas à l'aise de parler devant ces gens-là qui vont prendre une décision dans ma vie. La décision de trouver une personne... Vous êtes obligé de passer par ces autorités israéliennes qui représentent le gouvernement si vous demandez un statut de réfugié. Alors que l'autorité doit comprendre que ces agents, ils sont incompétents. Ils sont incompétents parce qu'ils ne doivent pas venir parler avec moi en me regardant comme un criminel. Et moi, je regarde cette personne qui a fait l'interview avec moi comme un stupide. C'est cette relation entre criminel et stupide, c'est ça, ça va créer la critère de trouver que moi je suis réfugié ou pas. Et finalement, est-ce que ces entretiens ont un intérêt? Est-ce que finalement, c'est ce que nous dit Moutwali Mohammaden, que ils sont un peu voués à l'échec. C'est vrai que il me semble, selon les chiffres, sur 34 000 adultes érythréens et soudanais, il y a seulement une dizaine de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. Bon, alors d'abord, je dirais que d'un point de vue des statistiques, nous ne sommes pas loin des mêmes chiffres en Europe et dans presque tous les autres pays du monde. Donc à ce niveau-là, l'État d'Israël ne fait pas exception. Obtenir le statut de réfugié déjà est une question qui est complexe. Et je dirais qu'aujourd'hui, le monde dans lequel le phénomène migratoire concerne plus de 300 millions de personnes, si on remet en cause l'administration qui est formée pour justement définir ou ne pas définir une personne comme réfugiés ou pas, à ce moment-là, on va directement au chaos. C'est-à-dire que gérer des tels mouvements de population sans essayer de définir certains critères qui soient juridiques ou administratifs et ne pas s'y tenir, sous prétexte qu'ils ne conviennent pas à une personne ou à une autre, là, on est dans un chaos. Moutwali Mohammaden, les options aujourd'hui, c'est de renvoyer vers un pays tiers, donc pas vers le Soudan, votre pays d'origine, mais le Rwanda ou encore l'Ouganda, c'est une option pour vous? Moi, dans mon cas, je ne préfère pas aller vivre dans un pays qui ne respecte pas, par exemple, les droits des autres personnes athées comme moi. Assurément, je ne peux pas accepter d'aller un pays qui ne peut pas me protéger comme athée et où je peux sentir qu'il y a des groupes religieux, disons, qui vont m'exécuter un jour ou l'autre. Si Israël voudrait m'envoyer en Arabie Saoudite, bien sûr, je ne vais pas accepter. Je préfère rester en prison ici toute ma vie. Merci beaucoup Moutwali Mohammaden pour votre témoignage sur notre antenne. Merci à vous Maître Yonah Cherki pour vos explications. Merci d'avoir